Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé du Salon du Cheval. Aujourd'hui, nous allons parler éthologie et pour cela, nous recevons Hélène Roche, éthologiste scientifique, Birgitta Mersera, responsable au delphinarium du parc Astérix et Manuel Gaudin, cavalier professionnel. Alors, Hélène Roche, expliquez-nous un petit peu plus comment faire pour motiver son cheval d'un point de vue scientifique. Oui, alors il nous faudrait les diapos, s'il vous plaît. Merci. Suivante. La suivante, est-ce qu'on peut avoir la suivante? Voilà. Merci. Alors, on peut se demander ce que c'est que la motivation d'un point de vue scientifique. Alors déjà, voyons la conception que chacun a de la motivation dans le langage courant. Selon les uns, un cheval motivé, ça peut être un cheval qui est juste performant, qui se limite à ce qu'on lui demande. Pour d'autres, ça va un petit peu plus loin. C'est un cheval qui va avoir de l'entrain dans les réponses qu'il va nous formuler suite aux exercices qu'on va lui proposer. Donc, on voit que déjà, selon les uns et les autres, la définition de la motivation n'est pas la même. Alors, d'un point de vue scientifique, il y a une manière un peu plus objective de parler de la motivation. Et on peut voir que la motivation est un concept. Le premier à en avoir parlé, diapo suivante s'il vous plaît, c'est Konrad Lorenz, en 1937. Il a parlé de comportement appétant, c'est-à-dire que tout comportement, s'il est exprimé, c'est qu'il y a une envie de le faire. Appétant comme appétit, avoir envie de. Et du coup, en fait, dans la vie de tous les jours, chaque comportement, diapo suivante s'il vous plaît, chaque comportement est motivé. Par exemple, le fait de manger, c'est, dans le langage scientifique, on va dire un comportement motivé. Alors, dans les études qui ont été faites sur la motivation, il n'y a pas d'études spécifiques sur le comportement du cheval, mais sur toutes les espèces. Par contre, bien sûr, c'est transposable au cheval. Alors, on sait que la motivation varie. La motivation varie en fonction de plusieurs paramètres. Et par exemple, en fonction de la soif. Si vous travaillez un cheval avec des récompenses alimentaires très sèches, comme des granulés ou des bonbons pour chevaux, le cheval peut se désintéresser de la tâche et de l'exercice qu'on lui demande et du coup faire autre chose, être moins performant dans sa réponse ou carrément ne plus du tout faire ce qu'on attend de lui. Tout simplement parce qu'il a soif et qu'il n'est plus satisfait par les récompenses qu'on lui donne. Après, diapo. On peut aussi avoir des fluctuations en fonction du niveau d'éveil dans la journée. Et nous, humains comme les chevaux, on fonctionne sur des rythmes qu'on appelle circadiens. C'est-à-dire que sur 24 heures, on a des niveaux d'éveil différents. Donc ça va faire fluctuer notre intérêt pour tel ou tel comportement. Et comme vous voyez là sur la photo qui s'est affichée, des chevaux qui font la sieste entre midi et 2 heures en général après la ration qu'on leur a distribuée, c'est tout à fait normal et fréquent. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour leur demander des exercices. Ensuite, on sait aussi qu'en fonction des mâles et des femelles, diapo s'il vous plaît, il y a des fluctuations hormonales. Donc fluctuation avec l'état hormonal, c'est quoi? C'est l'influence de la testostérone par exemple chez l'étalon. Comme on voit sur cette photo, un étalon qui s'approche d'une jument. Donc bien sûr, il y a des conséquences sur le comportement sexuel directement, mais sur d'autres comportements aussi. Et c'est la raison pour laquelle très souvent nos étalons sont des chevaux castrés et qu'on appelle des hongres, pour éviter les comportements liés à l'agressivité, en particulier donc l'agressivité qui va être on va dire supprimée ou fortement diminuée du fait de la castration, et aussi les comportements d'attention envers l'environnement. Alors pourquoi les comportements d'attention? Des fois on se dit c'est pour détecter les prédateurs. Chez l'étalon, c'est pas ça. Lui, son souci, c'est de préserver l'accès aux juments et donc d'éviter que des concurrents arrivent. Donc du coup, il y a ces comportements-là qui vont être plus motivés. Attention vers l'environnement et agressivité. Par ailleurs, la motivation va aussi varier en fonction de l'âge et de l'expérience. Plus un cheval sera expérimenté, âgé, plus il aura acquis des apprentissages. Et par exemple, là, sur cette photo, vous voyez deux étalons qui se rencontrent, des étalons sauvages. Ils apprennent, jusqu'à l'âge de 5 ans, des comportements sociaux qui leur permettent de, on peut dire, mieux vivre en société et éviter d'aller vers des comportements d'interaction très fortes du type, ce qu'on voit dans les combats, cabré, coup de pied des postérieurs, morsure. Et donc ça, c'est possible grâce à la vie en groupe que les étalons vont acquérir petit à petit. Donc ça, c'est vraiment du fait de l'âge et de l'expérience que les individus vont acquérir.
Ensuite, chez le cheval en particulier, on a des études qui malheureusement montrent que souvent ça ne va pas en conditions de vie domestique et que ça vient du fait de carences dans certains comportements qui ne sont pas satisfaits. Alors là, j'ai affiché les termes qui sont concernés, c'est en particulier s'alimenter, bouger librement et interagir avec des congénères. C'est en effet des choses qui ressortent très souvent et qui sont trop réprimées chez les chevaux et qui du coup engendrent des problèmes de comportement. Donc là, vous aviez vu sur la photo un cheval qui mangeait de la paille. Dans la nature et pour des chevaux au pré ou des chevaux qui ont accès à du foin à volonté, ils vont passer entre 12 et 18 heures par jour à s'alimenter. Si on est en dessous de 12 heures de possibilité de manger, on va avoir des chevaux qui vont essayer de compenser et de trouver autre chose à faire parce qu'ils ont un besoin physiologique et comportemental à satisfaire. Du coup, ils vont par exemple peut-être consommer de manière excessive leur litière de paille, ce qui va engendrer des soucis digestifs comme des coliques par exemple. On a aussi un autre souci qu'on va rencontrer chez les chevaux qu'on utilise, les chevaux montés particulièrement. Et on peut retrouver des chevaux par exemple qu'on appelle rétifs. Les chevaux qu'on dit rétifs, c'est des chevaux qui ont appris des choses qu'on ne voulait pas parce qu'on n'a pas forcément été clair et qu'eux, ils n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux. Et ils ont été pris peut-être entre deux feux, entre deux demandes contradictoires. Par exemple, pris entre les mains du cavalier et les jambes, le cheval il a à la fois la consigne de s'arrêter et d'avancer. Donc selon le tempérament du cheval et ses apprentissages déjà auparavant mis en place, il peut avoir l'impossibilité de répondre aux deux à la fois. Et du coup, il peut choisir soit de répondre à l'un, soit à l'autre, ou alors avoir un comportement intermédiaire. Par exemple, ouvrir la bouche, essayer de se défendre contre la main. Comme on voit sur cette photo, un cheval qui tire la langue, c'est un cas de ce qu'on appelle un conflit de motivation. C'est l'expression de ça. Donc, les facteurs qui vont moduler la motivation chez le cheval, il y en a plein. Et justement, on va voir avec Manuel Godin quels sont ces facteurs qui peuvent intervenir. Et on va en particulier développer ça sur un cheval qui a croisé la route de Manuel Godin il y a maintenant plus de 3 ans, Perlofé. Manuel Godin est cavalier professionnel. Il valorise des chevaux de sport. Il travaille aussi des jeunes chevaux. Il est BE2 et nouveau directeur technique au Haras de la Sens. Et donc il s'est vu confier ce cheval, Perlofé, il y a 3 ans, quand ce cheval sortait des courses, donc retraité des courses à 4 ans, et confié par la revue Cheval Pratique, qui souhaitait voir comment c'était possible de peut-être réorienter ce cheval vers une utilisation de loisirs ou de sport. Mais je laisse Manuel nous en parler. Bonjour. Donc effectivement, on a essayé de redresser Perlofé et essayer d'en faire un cheval de selle. Il sortait du milieu des courses. On a repris vraiment le travail à pied, commencer par ça, comme si je redébourrais un cheval. Donc lui expliquer qu'il pouvait tourner en longe en main, qu'il pouvait accepter le montoir. Tout ça en essayant d'avoir des codes précis, de manière à ce qu'il comprenne ce qu'on lui demande et d'installer une relation de confiance entre nous deux. Lui, il connaissait vraiment son travail qui était de galoper avec d'autres chevaux dans le même sens. Et il a fallu lui apprendre d'autres choses, notamment, on peut le voir ici, par exemple, refuser de passer une bâche. Et ça, c'est un nouvel apprentissage qu'il fallait, pour sa future vie, essayer de lui apprendre. La première réponse était celle-ci. On se rend compte qu'assez rapidement, on obtient un cheval qui peut passer cette bâche décontractée, relâchée. Et plein de comportements comme ça au départ qui n'étaient pas forcément acquis pour lui, qu'on a pu transformer au fur et à mesure des séances. Par exemple, j'avais aussi le problème de croiser d'autres chevaux en sens inverse, qui était très compliqué pour lui parce que ce sont des chevaux qui travaillent dans le même sens, qui galopent à l'entraînement dans le même sens. Donc dès que je rencontrais un cheval à l'envers, le cheval faisait un écart et c'était vraiment très compliqué de lui faire accepter de croiser d'autres chevaux. Donc il a fallu travailler là-dessus et assez rapidement il s'est mis en confiance et on a pu avancer. Tout a été apprentissage pour avoir un bon contrôle de la direction, un bon contrôle de l'allure et un cheval qui permettait de bouger avec lui en carrière ou en extérieur correctement. Ensuite, on a essayé de varier un peu les contextes d'apprentissage et surtout de changer un peu son environnement.
On sait que le cheval, dans son écurie, dans sa carrière, il a un comportement qui devient stable après répétition. Et puis dès qu'on change de contexte, ça devient un peu plus compliqué. Il perd son attention, il est plus trop concentré sur nous. Donc c'est important de les soumettre à ça. Et puis là, on peut voir que ce cheval de course se transforme en cheval de randonnée, en selle western, avec les rênes longues au pas. Il faut les soumettre et puis lui apprendre progressivement à accepter de marcher comme les autres chevaux de randonnée, de ne pas forcément trottiner, de ne pas forcément vouloir doubler les autres. Et en le soumettant un peu à différents contextes, on lui apprend à rester attentif et équilibré dans ses émotions et dans son mental. Là, c'était une expérience un peu intrigante pour Père Lofay, qui était en vis-à-vis avec un éléphant au cirque Alexigrus. Et c'est vrai que pareil, sur la piste de cirque, le cheval qui rentre sur ce nouvel environnement pas connu a deux réponses possibles. Soit il s'inquiète et il a envie de sortir de cet environnement, ou au contraire, on peut s'apercevoir qu'il va se concentrer un peu sur notre monde, un peu plus qu'à la maison. On va devenir un peu son référent et puis le cheval va se rassurer d'être avec nous. Donc l'y confronter est vraiment important dans le dressage du cheval. Alors. Donc voilà, alors, ça a été le retour aux sources. 2 ans après formation, on a décidé avec la revue de repartir un peu sur le champ de course et on a participé à un entraînement avec les jeunes chevaux galopeurs. Et le cheval, alors j'étais très surpris parce qu'il est resté très très attentif, très concentré, sûr de lui, pas du tout inquiet de revenir dans cet élément qu'il connaissait. Et on a eu une vraie complicité ce jour-là et vraiment un cheval qui s'exprimait dans son physique, dans son galop, dans sa génétique aussi parce que ce sont des chevaux qui sont faits pour ça. Et on avait vraiment eu un cheval prêt pour faire ça sans stress, sans problème. Par contre, voilà, la limite un peu des choses, c'est que 2 jours après ou le lendemain, le cheval avait intégré qu'on repartait un petit peu dans l'entraînement de course et puis là on retrouvait un petit peu son énervement, le fait de rester très sensible, le fait de s'inquiéter un petit peu, et il a fallu un peu redescendre la pression et lui réexpliquer qu'aujourd'hui on ne courait pas, mais on devait marcher dans la carrière et rester calme et tranquille. Dans son mode de vie, on a décidé de le mettre au pré, c'est-à-dire qu'au départ il était au pré quand il est arrivé. Qu'au sorti des courses, il a fait 2-3 mois de pré, on l'a récupéré du pré, puis moi j'ai décidé de le mettre en box pré pendant une période pour pouvoir le faire progresser dans ses apprentissages. Et il s'est avéré qu'en discutant avec Thierry Touzin, qui connaît bien les réformes de course, ces chevaux-là acceptent bien de vivre au pré, et au contraire ça aide réellement dans le travail au quotidien, parce qu'on a des chevaux qui sont un peu plus canalisés dans leur énergie, qui sont un peu moins émotifs, plus disponibles. Parce que le fait de rester au pré, ils vont vider un peu cet excès d'énergie, alors que quand ils sont confinés dans un box et qu'ils ne sortent pas, ils l'expriment au moment où on vient monter sur leur dos. Donc c'est vrai que cette vie au pré a vraiment aidé Père Lofay à rester calme, à rester attentif dans ce qu'on lui demandait et à donner une vraie progression dans son travail. D'accord. Donc ça a été un petit peu la suite. On l'a spécialisé un peu pour en faire un cheval de selle. On a essayé de le confronter aux nouvelles disciplines qui étaient saut d'obstacle, naturellement. Alors voilà, justement ce jour-là, il saute la bâche, alors qu'au départ il ne voulait pas forcément la passer. Ce qu'il faut respecter dans le travail physique, c'est vraiment sa santé. On peut donner goût à l'effort, c'est-à-dire que les chevaux peuvent apprendre et rester motivés à faire des efforts si on respecte bien leur intégrité physique. Et on a vu une image après du cheval au CIRAL pour des examens cliniques, parce qu'après un certain nombre d'efforts, le cheval commençait à avoir des raideurs, des boiteries, et le cavalier doit rester à l'écoute de ça, pour pas justement travailler dans la douleur et à ce moment-là créer des rétivités qui pourraient remettre en question tout le travail qui a été fait auparavant. C'est ce qui s'est passé avec ce cheval-là, c'est quand on l'a mis un peu dans l'exercice physique un peu soutenu, on a eu quelques soucis physiques et il fallait trouver la cause de ces soucis-là, justement pour ne pas arriver à un cheval qui devient vraiment en défense complètement rétif. Et il s'est avéré qu'il avait des problèmes de dos, donc on a traité ces problèmes-là pour pouvoir reconstruire tous les deux une vraie communication et puis poursuivre un petit peu notre entraînement.
Merci Manuel. C'était très intéressant ce partage d'expérience avec Père Lofé. Eh ben, tu as insisté sur le mode de vie et puis l'apprentissage. Donc, je voudrais la diapo précédente, s'il vous plaît. Et ce qui est important, c'est l'apprentissage, comme tu l'as souligné. Donc, on va passer du milieu terrestre au milieu aquatique avec Birgitta Mersera, qui va nous expliquer que les dauphins et les otaries, dont elle est responsable au delphinarium du parc Astérix, sont capables de participer volontairement à des soins, donc des choses qui sont a priori pas forcément très agréables pour eux, et pourtant, ils sont volontaires pour le faire. Donc Birgitta, c'est à toi. Merci. Oui, donc pour réussir l'apprentissage avec nos dauphins otaries, il faut d'abord faire très attention à leurs différentes personnalités. Donc on va plutôt profiter un dauphin qui aime les soigneurs dans l'eau, on va aller dans l'eau avec lui. Un autre dauphin qui préfère faire du saut, on va profiter de ça. Donc c'est très important de connaître les personnalités de chaque animal otari comme dauphin et voir qu'est-ce qu'il aime à faire. S'il fait quelque chose qu'il aime à faire, on peut aller très très loin. Et d'abord, avant qu'on commence aussi l'apprentissage, il faut établir une relation avec l'animal. Et les soigneurs et l'animal, il faut se connaître très très bien. Il y a une complicité qui s'est établie entre l'animal et les soigneurs. Et surtout, il faut que l'animal ait beaucoup confiance à son soigneur. S'il a beaucoup confiance en son soigneur et cette relation, on peut arriver à beaucoup de choses. Donc nous, avec les dauphins otaries, avec tous les mammifères marins, on travaille avec conditionnement opérante. Donc c'est un renforcement positif. Tout est basé sur le positif. Donc les renforcements premiers, c'est les nourritures. Donc on donne des poissons aux dauphins otaries. Mais aussi le renforcement secondaire est très important. Et renforcement secondaire, c'est tout ce qui est l'attitude des soigneurs. Être positif, encourager, montrer comme il est content de son animal. Et aussi, c'est des caresses, des choses que chaque animal apprécie. Ça peut être les caresses, mais on peut aussi donner un jouet après. Ou souvent, on saute dans l'eau pour câliner les dauphins parce qu'il adore ça, pour vraiment montrer comment on est content de lui. Et donc, tout est vraiment basé sur le positif. Donc, positive attitude, encourager et toujours terminer positif. Quoi qu'il arrive, il faut terminer positif. Donc, même si un apprentissage n'a peut-être pas abouti comme on voulait, on demande les dauphins ou l'otarie autre chose qu'on sait qu'il va réussir pour qu'on termine positif. Ça, c'est très, très important. Aussi, ce qui est très important, c'est vraiment faire l'apprentissage petit par petit. Souvent, on va beaucoup trop vite dans notre apprentissage. Donc, il faut vraiment faire les baby steps, comment dire, tout petit, comme ça, on avance tous les jours. Comme soigneur, on veut toujours aller trop loin, on veut aboutir notre apprentissage, mais ce n'est pas très clair pour l'animal si on fait ça. Donc, il faut vraiment ralentir et faire tout doucement. Donc, aussi, ce qui est important, c'est de faire plusieurs petits apprentissages et pas de longs apprentissages. Si c'est trop long, on perd la concentration de l'animal. Donc, nous, dans la journée, on fait beaucoup d'apprentissages courts et positifs. Donc, on va arriver, qu'est-ce qu'Hélène parlait, c'est les examens préventifs. Donc, pour nous qui travaillons avec les animaux dans un delphinarium, bien sûr, le spectacle est important, mais le plus important, c'est vraiment le bien-être de l'animal. Et ça commence avec ça. Donc, pour faire l'examen préventif, c'est l'apprentissage médical. Et ici, sur les photos, je vous montre quelques exemples. Et ici, sur les photos, on prend les températures le dauphin. Voilà, on peut rester sur cette image. Voilà, on peut avancer l'image pour prochaine. Oh. Voilà. Là, en fait, on a un cope dans la main et le dauphin, il a appris à respirer fort pour que les vétérinaires ils peuvent faire un examen, les respirations, le dauphin. On peut faire diapo au prochain. On avance. Voilà, là, on fait les températures de notre dauphin. Et si on avance encore une, voilà, on peut rester sur cette image un peu. Je vais expliquer. Là, on fait l'échographie sur le dauphin. Mais pour arriver là, il faut d'abord les soigneurs. Ils prennent le dauphin tout seul, sans boîte, sans vétérinaire, juste mettre les dauphins en position d'échographie. Il faut savoir qu'un dauphin est un animal qui est toujours en mouvement. Donc, de rien faire, c'est quelque chose de difficile pour un dauphin, de rester immobile. Donc ici, c'est l'image, on a l'échographie. Donc d'abord, les soigneurs, il a demandé quelques secondes que le dauphin reste en position pour l'échographie. Quand il est très à l'aise dans les positions,
on va demander plus et plus de secondes et on peut arriver à faire 1, 2, 3 minutes dans les positions. Après, il faut présenter les boîtes parce que les boîtes, ça peut faire peur aux dauphins. Donc, on met les boîtes sans échographe à côté de la plage et la même chose. Après, on va présenter le sonde sans allumer sur le ventre le dauphin. Donc, on touche légèrement le sonde sur le ventre et on reforce. On dit bravo, tu as bien fait. Et le jour suivant, on passe le sonde plus longtemps sur le ventre du dauphin. Et à la fin, on va allumer le sonde parce qu'il faut savoir que le dauphin, il attend l'échographe. Donc, ça lui fait peur dans l'eau. Donc, on met le sonde dans l'eau qui s'habitue avec le son. Et après, quand il est habitué avec le son, on va poser l'échographe sur son ventre. Et dernière étape, c'est présenter le vétérinaire que le dauphin, il ne connaît pas du tout. Et pour cela, un autre soigneur va jouer le vétérinaire au début. Et quand ça se passe très bien, on va demander à une autre personne étrangère de venir toucher le dauphin et jouer le vétérinaire. Jusqu'où, comme ça, le jour vétérinaire, il arrive, le dauphin est prêt pour l'examen. On peut faire le diapo suivant. Donc là, on a un dauphin qui monte sur une balance et le otarie aussi, une fois par semaine, on va mettre sur les balances pour voir le poids, qui ne perd pas le poids, mais pas qu'il prend trop non plus. Et ça, il fait volontairement. Et les diapos suivants. Ici, le dauphin est en position de prise de sang. Donc, c'est la même étape, c'est vraiment petit pas petit, c'est très important. Au début, le soigneur est tout seul. Il demande le dauphin de donner son queue, se retourner et pousser sur le genou le soigneur. Donc ça, c'est déjà extraordinaire qu'il arrive là. Après, il faut travailler sur le temps. Et donc, il faut vraiment mettre le dauphin ou le otarie en situation réelle. Quelque chose de basique ou même banal pour nous, on met d'alcool sur le coton, le dauphin, il va sentir les différences. Donc, c'est important déjà à vraiment mettre en situation, donc avec un soigneur, un deuxième soigneur qui joue le vétérinaire, on passe les cotons, on met de l'alcool sur le coton et après on met un peu de pression avec les doigts pour faire le prise de sang. Et après on peut prendre quelque chose, un stylo en envers par exemple, et mettre un peu de pression dessus. Et la même chose, après on va présenter une personne que le dauphin ne connaît pas et comme ça il est prêt le jour que le vétérinaire est présent. Donc c'est très important aussi de travailler avec différentes personnes qui viennent toujours accompagner le soigneur qui s'occupe du dauphin et que le dauphin il a beaucoup confiance dessus. On peut faire les prochaines photos. Voilà, là vous voyez les positions de prise de sang pour le dauphin sous l'eau. Donc si le dauphin veut partir, il peut partir facilement. On ne peut pas lui forcer à rester là. Et vous voyez le même exemple avec l'otarie. Ici le soigneur il est bien avec son otarie. Et à côté, il y a le vétérinaire qui cherche le veine pour piquer l'otarie. Et l'otarie reste immobile jusqu'au que le soigneur, il a dit bravo, tu as beaucoup de renforcement derrière. Donc c'est ça qui est important. Quelque chose qui est peut-être un peu désagréable, ça vient très agréable pour l'animal. Parce que pendant il est en examen avec le vétérinaire, on câline, on caresse, on donne des petits poissons et avec le voix, on encourage l'animal. Il sait après aussi quand c'est fini, il va avoir une grande récompense avec les soigneurs. Beaucoup de nourriture évidemment, mais aussi il va peut-être nager, câliner, avoir son jouet préféré. Donc tout est vraiment basé sur le positif. Et voilà, je voulais juste terminer pour dire que souvent l'apprentissage, ça vient quand on a une erreur ou quelque chose qui ne marche pas. Souvent, ça vient le soigneur et pas l'animal. Il faut que c'est très très clair dans la tête du soigneur et ça vient très clair pour l'animal. Et il y a quelque chose que Gray Stafford a dit dans le livre Humility. Il dit le bon décision de dressage commence par laisser son ego à la porte. Et je trouve ça c'est très bien parce que souvent quand on est dessus sur un dressage, c'est parce qu'on prend ça personnel. Il ne faut pas prendre ça personnel parce que l'animal il peut aussi avoir une mauvaise journée où il n'a pas bien compris. Donc, ce n'est pas grave. On essaye les jours suivants ou semaines suivantes. Et le plus important pour moi, si je m'amuse, mon animal aussi. Merci. Oui. Merci Birgitta. C'était très intéressant ce partage d'expérience sur le renforcement positif avec
dauphins et otaries, qui bien sûr, cette manière d'aborder l'apprentissage est tout à fait transposable au cheval. On pourra en dire un peu plus si vous le souhaitez par la suite, et en particulier dans le livre que j'ai écrit, Motiver son cheval. Alors pour conclure, pour dire voilà, quelques mots sur comment entretenir la motivation, merci. C'est d'abord respecter les besoins de l'animal. Que ce soit Birgitta ou Manuel, ils l'ont bien dit, le mode de vie est très important et s'assurer que tous les besoins sont satisfaits, c'est primordial. Donc on a vu respecter le temps passé à s'alimenter, la liberté de mouvement et les contacts avec les congénères, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et évidemment, la bonne santé aussi, pour être sûr que l'animal, et notre cheval en l'occurrence, soit vraiment bien disposé pour qu'on puisse attendre de lui des performances peut-être. Alors par la suite, on peut se dire, tiens, comment est-ce que je peux évaluer la motivation? Déjà se dire, moi je dois être un bon enseignant. Un bon enseignant pour mon cheval, il faut lui apprendre des choses, apprendre à apprendre. Donc apprendre à apprendre, c'est se former, écouter d'autres personnes plus expérimentées et peut-être se tourner aussi vers des outils d'apprentissage qu'on ne connaît pas et utiliser le renforcement positif qui certainement peut ouvrir des portes sur la motivation, en particulier pour contrebalancer des expériences plutôt aversives et du coup pas très bien perçues a priori par l'animal. Donc comment évaluer la motivation de mon cheval au quotidien? Eh bien, on peut se dire qu'il faut observer. Alors observer, ça paraît simple, mais en fait, il faut quand même s'entraîner. Et observer au quotidien, c'est affiner son regard, peut-être se faire aider par des professionnels, et en particulier avoir recours à l'éthologie scientifique pour objectiver ses observations. Si j'ai mis cette photo là de Manuel Godin sur Wilco, son cheval de sport, qui est en train de passer 1,65 m en cordelette, c'est pas par hasard. Souvent, on se dit en équitation éthologique, c'est super, on monte en cordelette, on prend ça plutôt pour une finalité. En fait, la cordelette, là, elle symbolise finalement l'adhésion du cheval à l'exercice qu'on attend de lui. Et c'est sûr que si le cheval n'était pas disposé à franchir cet obstacle qui est assez conséquent, pour le moins, forcément il passerait à côté. Donc là, on peut se dire que si le cheval est capable en cordelette de passer cet obstacle, c'est que physiquement, il a été bien entraîné, il a bien compris, donc tout l'apprentissage a été bien mené, et il est prêt du coup à donner à son cavalier aussi parce qu'ils ont établi une relation. Et justement, on y vient, entretenir la relation, Birgitta l'a bien souligné, entretenir la relation, c'est être avec son animal agréable, lui paraître agréable, s'amuser avec lui, mais aussi se mettre à sa place. C'est se dire qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui peut lui plaire pour que ça fonctionne cette relation, que ce ne soit pas à sens unique. C'est pas parce que nous on a décidé que c'était super de faire cet exercice que forcément ça plaît à l'animal. Donc bien se dire qu'il faut considérer le point de vue de l'animal et bien le connaître, et puis varier les contextes comme l'a souligné Manuel aussi avec Perlofé pour éviter de rentrer dans de la monotonie. Donc pour conclure, je vais vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les différents sites internet. Mon site internet éthologie-cheval.fr, celui du Haras de la Sens et celui du Parc Astérix pour voir les activités des uns et des autres. Et je vous remercie donc de votre attention. Et je remercie également les photographes qui nous ont permis d'utiliser leurs photos, en particulier Thierry Ségard, Alain Loriou et Morgane Vallée. Merci. Donc vous l'avez bien compris, pour que l'animal fasse ce qu'on lui demande, il faut prendre soin de l'animal bien sûr et aussi être à l'écoute de son animal, cheval ou dauphin. Voilà, et si vous voulez retrouver tous ces conseils dans le livre de Hélène Roche, Comment motiver son cheval, voilà, on le voit à l'écran. Voilà, donc vous pouvez aller sur les sites internet qu'on vous a donnés et aussi lire ce livre et vous pouvez le trouver sur le stand d'à côté, Cavalivre. Voilà, je vous remercie d'être venu sur le plateau TV, je vous souhaite une bonne fin de salon et merci, à bientôt.